Ce qu'on a vu encore une fois, c'était une amélioration au niveau du bilan énergétique, de l'utilisation de l'énergie qui était plus efficace chez les vaches qui recevaient le supplément d'acide folique et de vitamine B12. Bienvenue à Rumination, le podcast qui discute et partage des informations pratiques qui ont un impact sur l'industrie des ruminants à travers le monde. Bonjour, je suis Chris Gwynn, votre hôte. Aujourd'hui, notre discussion porte sur les dernières recherches de Dr. Melissa Duplessis sur la nutrition en vitamine B. Dr. Duplessis est titulaire d'un doctorat en sciences animales à l'Université Laval, au Québec, au cours duquel elle effectuait un stage à l'Université Cornell. Elle a également été chercheuse postdoctorate à Agriculture Agroalimentaire Canada, où son travail consistant notamment à définir des besoins ou les besoins des vaches laitières en vitamine B. Elle travaille maintenant comme une chercheuse scientifique en production laitière au Centre de recherche et développement Agriculture Canada à Sherbrooke, Québec, Canada. Elle travaille actuellement à développer les connaissances pour aider les conseilleurs et conseilleuses en nutrition et des producteurs laitiers en ce qui concerne la nutrition en oligo-aliments et en vitamine B des vaches laitières. Bienvenue, Dr. Duplessis, et merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Dr. Duplessis, vous et vos collègues étudient depuis de nombreuses années le rôle des vitamines B et en particulier celui de la vitamine B12 et acide folique, sur l'impact métabolique, productif et reproductif des vaches laitières. Avant de présenter vos dernières recherches, pourriez-vous résumer les découvertes à ce jour? Oui, ben merci pour la question. En fait, j'ai commencé ma carrière en recherche il y a 15 ans. J'étais une étudiante à la maîtrise à cette époque-là dans le laboratoire de Christiane Girard, Agriculture et Agroalimentaire Canada. C'est vraiment elle la première là, qui a mis en défi là, le vieux dogme là, que la vache n'avait pas besoin d'apport extérieur en vitamine B parce que les micro-organismes de son rumen produisent de la vitamine B. Mais comme vous le savez, là, il y a un gros changement dans la production laitière dans les dernières années. La production laitière d'il y a 30 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui. Je dirais même qu'il y a 20 ans, là, les vaches, là, ils produisent beaucoup plus de lait qu'avant. Donc, mon projet de maîtrise consistait là, dans 15 fermes laitières commerciales au Québec. Là, on a donné des suppléments d'acide folique, qui est la vitamine B9 et la vitamine B12 à chaque semaine. Puis moi, pendant 14 mois, là, j'allais sur ces fermes-là à chaque 2 semaines pour prendre des données. Et on s'est intéressé là, à la productivité de ces animaux-là autour du vêlage. Donc, on a donné le supplément avant le vêlage, puis après le vêlage, puis en début de la lactation. C'est certain que dans nos 15 troupeaux, là, on a vu des grosses variations dans la réponse, mais en général, ce qu'on a vu, c'est une amélioration du métabolisme énergétique chez ces animaux-là. Entre autres, les vaches ont perdu moins de poids au début de la lactation, mais il y a pas eu d'effet là, dans ce cas-ci sur la production laitière. Mais c'est, aussi dans la production de gras et de protéines, ça suggérait une amélioration du bilan énergétique. On a aussi regardé la reproduction pardon, chez ces animaux-là, puis on a vu qu'ils ont été inséminés pour la première fois environ 4 jours d'avance, celles qui ont reçu le supplément, que celles qui n'ont pas reçu le supplément. Ce qui suggère un bénéfice aussi au niveau de la reproduction. Et un résultat qui nous ont étonnés un petit peu, c'est que les vaches, n'avaient, comme l'incidence de vêlage difficile était plus bas aussi chez les animaux qui ont reçu le supplément. J'ai aussi fait là, pendant mon, doctorat, un projet, à la ferme de recherche là, ici, à Sherbrooke, au centre de recherche.
Et on s'est intéressé plus métaboliquement là, à l'effet là, de ces suppléments-là autour du vêlage et en début de la lactation. Ce qu'on a vu encore une fois, c'est une amélioration au niveau du bilan énergétique, donc de l'utilisation de l'énergie qui était plus efficace chez les vaches qui recevaient le supplément d'acide folique et de vitamine B12 là, ils ont perdu moins de poids, par exemple. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que, c'est au début de la lactation aussi là, le supplément semblait plus efficace dans les 3 semaines suivant le vêlage là. Donc, ça nous a donné l'idée que, le temps où on donnait le supplément était également, très important là, donc avant le vêlage, 3 semaines avant puis 3 semaines après. C'était là qu'étaient les effets étaient le plus flagrants, parce on a fait un autre, projet aussi là, quelques années plus tard, où on a donné, de l'acide folique, vitamine B12 et de la biotine aussi, chez ces animaux-là, pendant la période de transition et ça a été, au niveau de la production laitière, là, ces vaches-là ont produit 13 plus de lait dans les 3 premières semaines de lactation lorsqu'elles recevaient, l'acide folique et la vitamine B12. Puis tout ça, c'est ça l'a les vaches n'ont pas augmenté leur consommation, d'aliments, puis il n'y a pas eu de mobilisation excessive des réserves graisseuses non plus. Donc les résultats sont variables, mais ils suggèrent toujours une amélioration du bilan, énergétique là, chez la vache. Puis par contre, en ajoutant la biotine, il n'y a pas eu d'effet là, additionnel là. Donc, même je vous dirais que la biotine n'était pas protégée de la dégradation ruminale. Puis nos résultats, suggèrent un certain, dérèglement au niveau ruminal là entre autres là, je dis ça à cause qu'on a eu le profil en acide gras du lait puis qui suggérait une certaine, perturbation ruminale avec la biotine. Donc là, c'est ça avec les résultats variables qu'on a eus, une des hypothèses qu'on a, c'est vraiment l'alimentation de l'animal là, qui a une influence sur l'efficacité, du supplément. Tu sais, comme par exemple, on a fait aussi une étude sur, le lien entre, l'alimentation que la vache reçoit sur, la concentration plasmatique d'acide folique et de vitamine B12. Ça, on a fait ça au niveau de l'Amérique du Nord. Donc, on a vu que, par exemple, en Californie, les vaches avaient des concentrations très basses d'acide folique versus, au Québec, par exemple. Puis c'est vraiment l'alimentation qui est très, très différente entre les 2 régions. Donc ça serait ça pour résumer. Je pourrais encore continuer, mais Non, non, c'est fascinant, fascinant. C'est toujours le bilan d'énergie, hein? oui, c'est ça qui ressort là, l'efficacité énergétique qui est, améliorée au début de la lactation. Je dirais dans les 3 premières semaines de la lactation. Puis la différence de réponse entre les études, c'est vraiment on suggère que c'est l'alimentation que l'animal reçoit, probablement en prévélage, parce que c'était ça la grosse différence entre nos projets aussi, là. C'était la ration en prévélage qui différait. Fascinant. Merci de le partager avec nous autres. D'autres choses qu'on va parler, c'est les études plus récentes. Tu m'as partagé une étude plus récente où tu as examiné l'impact de l'alimentation des génisses au pâturage ou, je veux dire, en stabilisation, mais dans une étable, ainsi que la différence en concentration d'acide folate ou folate et vitamine B12. C'est intéressant. Pourriez-vous nous partager vos conclusions, vos perspectives de ça? Oui, dans le fond, je crois que Chris, vous faites référence à mon étude, en collaboration avec Mary Beth Hall là, qui a, récemment, pris sa retraite là, de l'USDA. En fait, c'est une étude, qui a été réalisée, aux États-Unis sur des génisses, qui avaient environ 5 mois. Donc, il y avait la moitié qui était élevée au pâturage avec un ajout de suppléments et de minéraux et vitamines et l'autre, partie des animaux était élevée, en étable et recevait une ration, totale mélangée.
C'est vraiment une étude préliminaire, là. Tout ce qu'on a fait, c'est, on a pris des prises de sang chez ces animaux-là, en ce qui me concerne, puis on a évalué, la concentration plasmatique en acide folique, puis en vitamine B12. Donc ce qu'on a vu, c'est que, pour les animaux au pâturage, c'est, que l'acide folique était, plus élevé que les animaux élevés à l'intérieur et en opposition, les animaux élevés au pâturage avaient une concentration en vitamine B12, plus basse que les animaux élevés, à l'intérieur. Donc, une des hypothèses qu'on a, c'est vraiment encore une fois l'alimentation. Qu'est-ce qui diffère entre le pâturage puis la RTM? L'hypothèse, c'est au niveau de la fibre qu'avait le pâturage versus l'alimentation. Malheureusement, on n'a pas ces données-là, on n'a pas récolté, ces analyses-là, mais un pâturage qui est frais, on peut supposer que la fibre était plus basse et ce qui est bien, c'est que ça corrobore avec nos résultats précédents où on a vu dans plusieurs études que lorsque la fibre, de la ration est plus élevée, ça va optimiser, la vitamine B12, dans le lait, dans le plasma et au contraire, pour l'acide folique, c'est lorsque la fibre est plus élevée, ça va, diminuer la concentration en acide folique. Donc ça semble un petit peu contradictoire. Qu'est-ce qui augmente la B12 va diminuer la B9, mais dans d'autres projets, on a aussi obtenu, qu'il était possible d'optimiser ces 2 vitamines-là en même temps, toujours avec une ration, plus, je dirais, équilibrée en fibres puis en énergie aussi. Donc, est-ce que ce résultat-là a des impacts pratiques à la ferme? C'est une bonne question. Il faudrait, creuser ça davantage, là. C'était vraiment une étude, préliminaire là, qu'on a fait dans ce qui concerne les vitamines B. Je pense que dans des autres études, il y a une hypothèse aussi que oui, c'est la concentration des fibres, mais aussi la quantité ou pas la quantité des animaux consomment, Exactement, ce qu'on appelle la CVMS, là, la exactement. consommation volontaire de matière sèche. En effet, c'est une autre hypothèse là, que j'ai pas mentionnée, mais c'est un bon point. Puis, malheureusement, dans cette étude-là non plus, on n'a pas mesuré, la consommation volontaire de matière sèche. Donc, souvent on dit qu'un projet, amène 10 questions, ben, c'est un peu le cas là pour, dans ce cas-ci. Hein? Toujours des autres essayent de le faire. Exact. Excellent. Juste, je veux juste changer le sujet un petit peu, juste concernant euh, d'autres recherches que de déjà faites, c'est au sujet de colostrum. Et j'aimerais d'aborder le sujet du colostrum. Je pense que les recherches précédentes auxquelles vous avez participé ont démontré le ternaire d'élever en vitamine B du colostrum. C'est correct ou non? Oui, en fait, il y a 2 études là, qui ont été publiées là, qu'on a faites dans notre laboratoire. Puis il y en a une qui est en cours. Je dirais, oui, ce qu'on a vu, bon, dans la première étude, c'était quand j'étais à Cornell, pendant mon doctorat, c'est on a récolté du colostrum d'une étude qui, comparait différentes rations, différents niveaux d'énergie de la ration en prévélage. Puis on a regardé l'impact que ça a sur, la concentration en vitamine B12 et acide folique du colostrum et ce qu'on a vu, c'est qu'une ration qui était contrôlée en énergie en prévélage, optimisait la concentration en vitamine B12 du colostrum. Puis quand on a analysé les données, ce qu'on a vu, c'est que la ration qui était plus contrôlée en énergie, la fibre était plus élevée. C'était elle qui était la plus élevée dans toutes les rations. Donc, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, la vitamine B12 semble optimisée lorsque la ration, est plus riche, en fibres. Puis un autre projet qu'on a fait aussi, c'est, bon, lorsque la mère recevait des suppléments d'acide folique, vitamine B12 et biotine en prévélage, on a récolté le colostrum de ces vaches-là
Et on a pu constater assez, c'était sans aucun doute là, que oui, la supplémentation en ces vitamines-là augmente ou améliore la qualité du colostrum en ces vitamines-là. Donc, les vitamines, B12, acide folique et biotine. Les concentrations dans le colostrum étaient plus élevées grâce aux suppléments. OK. Et un autre point intéressant aussi, c'est, que les veaux qui étaient nés des mères qui ont reçu l'acide folique et la vitamine B12, lorsqu'ils sont nés, ben, une journée après leur naissance, là, ils pesaient, le poids, était plus élevé chez ces veaux-là que les veaux qui étaient nés de mères qui n'avaient pas reçu de supplément d'acide folique et de vitamine B12. Encore une fois, c'est une étude sur très peu d'animaux, donc je dirais que c'est préliminaire, mais il y a un effet là, de ce qu'on entend de plus en plus parler, l'épigénétique, entre autres sur l'acide folique. Donc, c'était une de nos hypothèses qu'on avait que peut-être c'était l'épigénétique qui avait aidé dans ce cas-ci, mais on n'a pas évalué si ça avait eu un impact là, plus tard sur la croissance des veaux, par exemple. Mais encore une fois, un projet, 10 nouvelles questions qui est créé. Non, c'est bon d'avoir des nouvelles questions. C'est Exact. excellent. Ben, avec, excuse, je pense que vous aussi partagez une autre étude juste récente que tu as gardé ou regardé, l'échange des gérants de nutrition des animaux et l'effet sur le colostrum des vaches laitières. Oui, exactement, une étude là, assez récente là, c'est pas encore publié là. C'était sur 51 fermes laitières au Québec où on a regardé l'alimentation que les vaches recevaient en pré-vélage, puis on a récolté le colostrum de ces animaux-là. Donc on a pu, c'est une étude observationnelle là, on a pu regarder, OK, c'est quoi l'impact de l'alimentation sur la qualité du colostrum? Donc quand je parle de qualité, je parle, au niveau des IgG là, immunoglobulines ou peut-être les producteurs vont mieux penser aux Brix, là, au réfractomètre, là, il y en a de plus en plus qui l'utilisent et sur aussi le volume de colostrum produit. Donc là, c'est vraiment une étude là, globale, là, je ne peux pas parler pour chaque producteur, mais en général, là, ce qu'on a obtenu, c'est que lorsqu'on, diminue la fibre de la ration, puis on augmente l'énergie, c'est qu'on avait plus de rendement, de volume de colostrum. Il y a aussi un lien avec les minéraux, là. On a vu que lorsqu'on diminue les cendres ou les minéraux, on augmente aussi le volume de colostrum. Puis, ce qui est pour la qualité du colostrum, donc les immunoglobulines, ce qu'on a vu, c'est, que les vaches, de deuxième parité avaient, un colostrum plus bas en IgG que les vaches plus vieilles, le troisième parité et plus. Puis, donc ça résume en gros, c'est sûr pour un producteur qui a des problèmes au niveau, bon qui a le volume de colostrum est bas, je vous dirais que c'est certain qu'il faut faire affaire avec un conseiller en nutrition pour bien sûr, bien formuler la ration, mais il y a des tests qui pourraient être faits, en partant des résultats qu'on a obtenus. Mais c'est certain que là, on reste dans les ranges de ce qu'on a évalué. Par exemple, versus le minimum puis le maximum de concentration de fibres de nos rations, on ne peut pas extrapoler au-delà de ça. Donc, par exemple, une ferme qui aurait une concentration en fibres qui est dans les variations de ce qu'on a étudié pourrait essayer peut-être de diminuer les fibres, d'augmenter l'énergie pour voir si ça peut avoir un impact positif sur sa quantité de colostrum produit, là. Mais c'est vraiment, sous toute réserve, là, c'est en parler avec le conseiller, bien sûr. Hein, c'est intéressant encore d'avoir grosse étude comme ça, d'avoir toute l'information de qualité et quantité de colostrum. C'est Oui, super. c'est intéressant à analyser aussi comme données, là, ça représente un beau petit défi. Oui, parce que maintenant, il y a nombre de producteurs qui rencontrent des difficultés avec le rendement et qualité de colostrum. Et je veux, selon les recherches disponibles,
quels sont les rôles, par exemple, des donneurs des méthyl ou des vitamines B dans le rendement ou la qualité des colostrum? C'est une bonne question. Je pourrais mentionner que l'étude dont je vous ai tout parlé là, sur le volume de colostrum puis la qualité, on va s'intéresser aussi aux vitamines B là, dans ce projet-là, mais on attend les analyses là, donc on peut donc je peux pas tout à fait te répondre encore à la question, ça s'en vient. Mais ce que je peux dire, c'est que, on a regardé la vitamine B12 dans ce projet-là, là, les résultats sont déjà, analysés. Puis ce qu'on a vu, c'est, un petit peu comme dans le même sens que je disais tout à l'heure là, pour la vitamine B12, c'est que lorsqu'on augmente la fibre de la ration, ça augmente aussi la concentration de B12 dans le colostrum. Ce qui vient un petit peu en contradiction à ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau du volume de colostrum, là, c'était carrément le contraire que je vous ai dit. Donc c'est ça qu'on est dans le biologique, donc c'est, comment qu'on fait pour optimiser le colostrum sans, nuire à une autre composante aussi, là. C'est un des défis que ce projet-là pose, puis qu'on pourrait s'intéresser, p plus tard. Parce que, ce qui est intéressant d'augmenter les vitamines B dans le colostrum, c'est que le veau, lorsqu'il naît, il a pas un rumen mature là, comme la vache. Donc il est comme nous, là, à la naissance, là, ils doivent se fier sur des apports extérieurs de son alimentation pour obtenir les vitamines B dont il a besoin. Donc c'est pour ça que, c'est un sujet de recherche intéressant aussi là, donc des résultats à venir, finalement. OK, excellent. Mais j'imagine, comme tu as déjà dit, avec les vitamines B, on a des bilans d'énergie, des choses comme ça, comme les metal donors dans le rôle de production de lait ou d'énergie, c'est important encore. Hein? Exactement, donc c'est, beaucoup de questions, à venir. Ah, excellent. C'est parfait. Et Exactement. est-ce qu'il y a des autres points clés que tu voudrais partager avec les nutritionnistes et producteurs qui écoutent la rumination? Oui, ben, en fait, je crois que j'ai dit beaucoup d'informations. Je C'est certain que j'ai pas discuté tous mes projets. En résumé, ce que je peux dire, c'est aussi, récemment, une des hypothèses que j'ai, c'est, tout événement stressant chez l'animal, surtout lorsque la vache produit beaucoup de lait, comme par exemple, ça peut être un stress de chaleur ou, toute transition qui est un stress peut avoir un impact sur, le statut en vitamine B de ces animaux-là. Mais à savoir si ça a un impact, biologique, métabolique, ça, c'est des choses, c'est des questions qui me restent. Donc c'est vraiment j'ai beaucoup de questions en suspens, à répondre finalement, mais ce que ça suggère, là, c'est tout stress chez l'animal peut avoir un impact sur, les vitamines B qui peut-être l'animal aurait avantage à recevoir un supplément ou un apport extérieur. OK, excellent. Merci. C'est un excellent point clé. Docteur Duplessis, finalement, je tiens à vous remercier pour votre travail d'aujourd'hui et de le travail que tu continues de Dr. Girard. C'est fantastique. Et pour être venu partager vos connaissances et vos recherches avec Rumination. Merci. Ça m'a Merci. fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Un plaisir aussi. Et merci à tous. Merci de vous joindre à nous et vous pouvez l'écouter et suivre les épisodes de Rumination. Tu peux le trouver chez jeffo.com, Apple et Google Podcasts et Spotify. Nos podcasts sont supportés par Jeffo, Nutrition de précision. Merci beaucoup. Bonne journée.